Allez hop! Avec Societal Angels, mettons les pieds dans le plat avec celles et ceux qui changent notre manière de cultiver et de manger. Place au nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis dans le podcast Les pieds dans le plat avec Maxime Boniface et Hamid Sailani, les deux associés et fondateurs de l'entreprise Champiloup. Champiloup qui est née en 2020, une entreprise qui s'est spécialisée dans la production de champignons bio en circuit court dans l'agglomération grenobloise. Ce sont principalement donc que des shiitakes, enfin pour l'instant, des shiitakes et des pleurotes. Et c'est une belle aventure qui a démarré, alors aussi pour Societal Angels à son démarrage, puisqu'en fait, avant même que Champiloup ne soit créé, nous avons rencontré Maxime, qui avait répondu à un appel à projet qui s'appelait donc Réussir la transition alimentaire en deux filets, porté par Societal Angels. Et son projet de créer, à l'époque ça s'appelait Miséreste, de créer effectivement un peu le même type de projet, a été retenu comme lauréat. Et je crois qu'à l'époque tu avais reçu 5 000 euros. 5 000 euros, voilà. Première bourse. Voilà, pardon. C'était ma première bourse pour ce projet. Voilà, première bourse. Societal Angels se considère, oui, un peu comme le starter en fait, et après effectivement d'autres investisseurs peuvent apporter leur écho pour développer les entreprises en fait, les entreprises ou les associations, puisque maintenant nous sommes un fonds de dotation. C'était une première étape, c'était 2020, mais on s'était rencontrés, nous Maxime, encore plus tôt, quand tu étais encore étudiant à Grenoble École de Management, donc étudiant entrepreneur, et je t'avais interviewé parce qu'en fait tu faisais partie des entrepreneurs de GEM qui voulaient changer le monde en fait, changer l'entreprise, changer la manière de voir le business. Et je vous avais interviewé à l'époque avec le fondateur aussi de Ficha d'ailleurs qui fait le truc dans les bâtiments, hein, c'est ça. Tu nous disais à l'époque, je te cite, il va falloir changer les choses de manière radicale en allant à la racine des problèmes. Il y a tout un mode de production et de consommation à changer. L'entreprise comme acteur de la société, au même titre que les pouvoirs publics et les citoyens, doit donc porter des valeurs pour une nouvelle vision, celle d'une société plus viable. Alors du coup, toi, tu as passé la barrière avec Ami de la création d'entreprise. Alors déjà, est-ce que tu revendiques toujours cette phrase et est-ce que tu as pu l'appliquer? Ou toi, qu'est-ce que tu as appris de ce passage de l'étudiant entrepreneur à entrepreneur pour de vrai, puisqu'on parlera de Champiloup, qui est une belle entreprise? Je suis très fier d'avoir dit ça il y a 5 ans et je le redirai avec encore plus de fermeté aujourd'hui. Il y a 5 ans, en effet, j'étais encore étudiant, j'étais dans beaucoup de lectures, d'écoutes, de podcasts, de conférences, de découvertes qui a forgé un petit peu ma ligne entrepreneuriale, mon envie de voir l'entreprise, mais aussi ma ligne politique, on va dire, parce que c'est surtout c'est un projet, il y a une part de projet politique qu'on porte avec Champiloup. Et aujourd'hui, je suis toujours aussi indigné de ce qui peut se passer dans notre société. Du coup, l'indignation, comme j'ai pu le dire dans plusieurs interventions, l'indignation au sens de Stéphane Hessel, c'est mon moteur, mon énergie, mon carburant. Et je regorge encore. Maintenant, on est passé de la théorie à la pratique. On est passé de vouloir construire des choses, d'imaginer des choses, de réfléchir à des choses, à les appliquer avec Hamid. Et je suis assez fier de toujours revendiquer cette radicalité. On peut toujours être plus radical qu'on ne l'est, mais je pense qu'on a réussi à développer cette entreprise en ayant les 3 piliers économiques, sociaux et environnementaux de manière plutôt égale. On fait beaucoup notre entreprise devient rentable. On a un gros projet d'impact sur la réduction du bilan carbone. Il y a aussi un gros projet social d'implantation dans les QPV, d'action avec les publics QPV, de sensibilisation aux quartiers politiques de la ville. Des quartiers qui concentrent des taux de pauvreté, des taux de chômage plus importants que la moyenne. Et donc on mêle l'écologie et le social en arrivant à une rentabilité économique qui est très importante. Et voilà, quand je parlais de vouloir changer les choses de manière radicale, c'est aussi de pouvoir créer une entreprise, et c'est ce qui nous avait réunis avec Hamid. L'une de nos principaux objectifs, c'était de montrer qu'il était possible de créer une entreprise pérenne économiquement, mais avec un impact important au niveau social et environnemental. Et ça, je pense qu'on est
Si on ne l'a pas fait, on a deux doigts de le réussir. Finalement, c'est une phrase prémonitoire. Donc, tu es passé à RAC, vous êtes passé à RAC, d'ailleurs, ça me permet de faire la transition. Est-ce que tu peux te présenter Hamid? Donc, Maxime et toi, vous êtes donc les deux fondateurs et associés de Champiloup. Moi, c'est Hamid. Je suis à la base diplômé en génie agronomie. Je suis arrivé en France en 2015. Après, en 2018, j'ai décidé de me lancer en entrepreneuriat. J'ai intégré le réseau Pépitosé pour commencer à travailler sur mon projet. Et au fur et à mesure, ça avance. J'ai rencontré Maxime. Et du coup, à la base, oui, moi, de mon côté aussi, j'ai envie de créer une entreprise pour avoir plus de l'impact de mon côté. Et donc, avec les champignons, j'ai vu qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Des goûts de réutiliser les biodéchets locaux pour avoir un substrat sur lequel on pose des champignons et après les champignons comestibles. En parallèle, en utilisant des lieux abandonnés comme des caves, des parkings non utilisés en transformant en champignonnières. Voilà, il y a plein de points positifs par cette idée et qui m'avait fait motiver pour me lancer dans ce projet. Qui était correspondant à mes intérêts, parce qu'avant que je suis venu en France, j'ai eu l'expérience de monter une champignonnière en Iran pour à peu près moins d'1 an. J'ai eu certains problèmes là-bas, je l'ai arrêté et j'ai réutilisé mes expérimentations là-bas ici pour monter Champiloup. Alors, quelle est la répartition des rôles du coup entre vous maintenant en tant qu'associés? Du coup, en fait, aujourd'hui, je m'occupe sur toute la partie de production, gérer les productions, la production de substrats et champignons. Il dit ça assez rapidement, il a aussi 3 personnes qui travaillent avec lui, donc il a aussi cette posture de manager de piloter vraiment toute la production. Et après, moi, en fait, c'est simple, Hamid, il est ingénieur agronome, du coup, il fait la production. Moi, comme tu l'as dit, je suis diplômé d'école de commerce de Gênes, donc je m'occupe plus de la partie administrative, financière, commerciale. Donc au pôle commercial, on est 2, avec Benjamin qui est notre responsable commercial depuis 2 ans. On a aussi Laurie, notre responsable communication, voilà, qui on travaille sur l'image de marque, la stratégie commerciale, le développement du portefeuille client et aussi les partenariats avec les différents établissements privés et publics. Donc la répartition est assez simple, on ne se marche pas dessus, on est très complémentaires. Pour compléter sur l'équipe, vous êtes 6 en tout, ouais. Plus 2 freelances, hein, donc une Laurie en communication et un expert en technique ingénieur, avec un investissement de base qui était de 720 000 € et un chiffre d'affaires maintenant qui dépasse les 300 000 € par an. Sur cette saison, donc de septembre à août, oui, on va dépasser 300 000 €. Faut savoir que on a lancé, donc tu as parlé d'un investissement de 720 000 € qui, au départ du projet, donc en novembre 2020, on avait déposé un projet auprès de l'Agence nationale de rénovation urbaine qui avait lancé un appel à projet qui s'appelait les quartiers fertiles. L'idée étant de faciliter l'implantation de projets d'agriculture urbaine dans les quartiers politiques de la ville. Et on avait répondu en partenariat avec la ville de Saint-Martin-d'Air, donc un projet de réhabiliter un parking de 1000 m² désaffecté en champignonnière où on pourrait faire nos propres substrats. Je le précise qu'en champignonnière urbaine, il n'y a quasiment aucune champignonnière urbaine donc en France qui fait son propre substrat. Et nous, on va atteindre l'autonomie d'ici 4 ou 5 mois. Tu peux nous réexpliquer rapidement le substrat, c'est l'équivalent de la terre en fait, sur laquelle pousse le champignon. Sur laquelle pousse le champignon. Hamid l'expliquera plus en détail tout à l'heure, mais en gros, voilà, c'est de la paille et de la sueur de bois qu'on mélange avec du champignon et c'est sur quoi poussent nos champignons. D'accord. Après, on a fait des études de chantier d'avril 2021 à septembre 2022. C'était assez mouvementé parce qu'il y a eu beaucoup d'inflation, de pénurie à l'échelle internationale sur certains matériaux. Nous aussi, on a mieux compris les besoins de notre site, donc on a refait aussi des plans. Finalement, en septembre 2022, on a lancé le chantier, soutenu donc par la ville de Saint-Martin-d'Air, mais aussi Grenoble-Alpes Métropole. Et on a fait 6 mois de chantier pour lancer la production en mars 2023. D'accord. Alors, une question de base, mais pourquoi le champignon en fait? Vous avez fait ce choix par envie, par nécessité, par usage, par qualité de ce produit. Qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse aux champignons?
Moi, en fait, de mon côté, à la base, j'étais intéressé par les champignons. Le procès de production, en fait, ça m'attire. Et en plus de ça, j'ai vu qu'avec les champignons, on peut faire beaucoup de différentes choses. On peut avoir le maximum d'impact. Comme je disais, pour produire le champignon, par exemple, pour produire le substrat, ça nous donne l'occasion d'identifier les différents biodéchets locaux, comme la paille, comme le sirop de bois, comme la terèche de bière, comme la marc de café, des tourteaux, comme des tourteaux colza ou de noix. Du coup, tous ces ingrédients, on peut utiliser à la base pour préparer nos matières premières, nos substrats, sur lesquels ça pousse les champignons. À la fin, nos substrats épuisés aussi, ça revient aussi dans la nature par des agricultures, par des jardins partagés. En fait, du coup, il y a très peu de pollution par nos procès de production, en recyclant des biodéchets végétaux et aussi en revalorisant des lieux désabandonnés, comme des parkings. Et du coup, c'est un cycle en fait complet en fait. Qui m'avait attiré par ce projet en fait au début, et au fur et à mesure je trouve qu'on peut aller encore plus loin. Avec des champignons, on peut créer des biomatériaux qui sera en concurrence des polyesters, des matériels en polyester. Et du coup, il y a pas mal des avantages au niveau de l'écologie, enfin, quand on parlait de remplacer en fait, des systèmes industriels biocides et mortifères, voilà, l'ami il a très bien dit, on va pouvoir, pour produire de la nourriture qui est saine et qui peut d'ailleurs entrer dans des transitions de régime vers plus de végétarisme, etc. Pas au niveau des protéines, je tiens à le dire, mais plus au niveau du goût, de la sensation et de l'attrait pour des plats comme ça. On va d'ailleurs sortir un livre de recettes en septembre, avec une 50 recettes à base de champignons, en partenariat avec nos chefs clients. Donc il y a pour produire une telle nourriture, on va revaloriser des coproduits agricoles locaux et ça devient du compost à la fin. On peut aussi faire des biomatériaux qui vont remplacer du polystyrène qui est issu des hydrocarbures. Donc là aussi, encore une fois, dans une autre industrie, on va apporter un impact positif par rapport au statu quo. Et après, il y a aussi d'autres hypothèses de dépolluer le sol avec des champignons. Donc en fait, on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a beaucoup de secteurs dans lesquels on peut appliquer, on peut valoriser en fait notre outil de production, nos compétences de production de champignons et de mycélium, et on peut à chaque fois avoir un impact écologique positif. Alors, avant de parler des perspectives, qui sont vos clients ? Nos clients, on en a plus d'une centaine, un petit peu plus de 130. On a beaucoup de restaurants. Donc je dirais à peu près 80 restaurants sur l'agglomération grenobloise, en fait sur le département de l'Isère et sur le département Savoie-Haute-Savoie. Donc on a 80% de champignons frais qui sont vendus en Isère et 20% en Savoie-Haute-Savoie. 3 tonnes par mois, je tiens l'indiquer, parce qu'il y a 2 ans on était à 600 kg par mois encore, et là on a franchi un vrai cap. Donc ça va être des restaurants à la fois étoilés gastronomiques comme le Fontaine-Latour ou la Maison Ribert, tout comme on va avoir de la street food comme NBK Nannery par exemple, qui a fait un cheese naan avec nos champignons et qui c'est en édition limitée, ça a été un best-seller en fait. Donc nous on a vraiment cette envie de démocratiser cette alimentation saine et durable. On ne veut pas que ce soit quelque chose de niche où si on va à l'hôtel-restaurant Chavant, au Fontaine-Latour, au château de la Commanderie, où ce sont des super tablés, et il y en a plein d'autres, je ne vais pas toutes les nommer, mais c'est des endroits où pas tout le monde ne peut aller, et nous on a vraiment envie de démocratiser ça. Donc par exemple, j'étais en train de livrer un Auchan, le Auchan Foch, et je croise des étudiants, 19-20 ans, qui me disaient tiens, on a vu Champigloup, la Cannerie. Donc c'est ça vraiment qu'on a envie de créer. Donc voilà, beaucoup de restaurants, une grande palette de restaurants différents. On a aussi des épiceries plutôt locavores, donc on a la Bonne Pioche, le Petit Ravito, Montvrac, l'Éléphant, Pistole, beaucoup d'épiceries de ce type-là. On a ensuite des supermarchés
conventionnels ou bio. Donc en supermarché, on a des Intermarchés, des Auchan, des Leclerc. On a aussi beaucoup de magasins bio. Il faut savoir que la clientèle 100% bio, c'est 50% de nos débouchés. Donc là-dedans, on va avoir un gros partenariat avec le groupe Satori. On livre beaucoup de magasins en direct, mais on a aussi un partenariat avec la centrale d'achat de Satori qui va livrer la Haute-Savoie. Un partenariat aussi avec la Vie Claire, avec les Casa Bio et les Biocop. Et après, on a ce qu'on appelle donc des distributeurs qui souvent sont au marché d'intérêt national de Grenoble, qui vont aller, on va leur livrer nos produits et eux vont ensuite avoir une logistique pour livrer en Isère là où on ne pourrait pas aller, ce qui nous permet d'écouler 3 tonnes de champignons en mai 2024, ce qui était notre objectif lors des premières conférences de presse pour annoncer l'implantation dans ce parking. C'est la production moyenne ou vous allez pouvoir produire plus dans la même structure ou est-ce qu'il va falloir créer d'autres outils? Aujourd'hui, en fait, on a commencé à produire nos propres substrats. On est en train d'identifier des problématiques, optimiser tout le processus de production de substrats. Et en produisant nos propres substrats, on pourra augmenter le rendement sur la production et notamment augmenter la capacité de production. Donc, du coup, en être autonomie sur la production de nos propres substrats en pleurote, on pourra augmenter la capacité de production autour de 4 à 500 kg de plus par mois. D'accord. Donc arriver vers 3,5 tonnes potentiellement. Le shiitake pleurote, c'est un choix ou c'est des champignons qui sont bien adaptés à votre mode de production? En fait, le shiitake, ça se pousse sur la même base de substrat comme des pleurotes. Et du coup, c'est moins fragile comparé aux champignons de Paris. Après, c'est mieux pour s'implanter dans un endroit humide comme des anciens caves qui sont notamment bien humides. Et du coup, c'est une des raisons qu'on a choisi des shiitake et des pleurotes. Et en l'occurrence, comparé aux champignons Paris, c'est quoi en fait avec les 2 champignons qui sont moins consommés en offrant je veux dire que par exemple les pleurotes et shiitake c'est moins consommé, du coup en mettant le pied sur la production de pleurotes et shiitake pour qu'il va prendre son place dans le marché à la place de champignons Paris. En disant que toujours champignons Paris, il y a beaucoup de demandes, mais au niveau d'économique et charge de travail, ça prend beaucoup de charge de travail. Et il faut avoir un outil de production assez grand pour être rentable en produisant de champignons Paris. Il y a une très très forte demande sur le champignon de Paris. Nous, on nous dit tout le temps est-ce que vous faites du champignon de Paris? Il y a des grossistes qui nous disent si vous voulez, on investit avec vous, on vous achète toute votre production. Le seul problème, c'est à quel prix. Quand on voit les prix qui sont pratiqués par l'étranger, notamment la Pologne et les Pays-Bas, c'est d'autres modèles d'entreprise. Nous, on est en agriculture urbaine, on est donc forcément sur de petites structures. Déjà avec 3 tonnes par mois avec nos 2 champignons urbaines, on doit être l'un des acteurs urbains en champignons les plus grands en France en termes de volume, je pense. Donc nous, on va plus faire de la qualité comme l'a dit Hamid, on va privilégier le pleurote et le shiitake qui ont une plus haute valeur ajoutée. Ils ont aussi une plus haute valeur organoleptique au niveau du goût, même si ça c'est les goûts et les couleurs, chacun se fait son avis. Au niveau des apports nutritionnels, on va être aussi un peu plus intéressant. Donc nous, on s'est spécialisé sur ces 2 champignons-là. Après, il faut quand même parler de tous les autres, les cèpes, les girolles, les chanterelles, etc., qui sont des champignons mycorhiziens, donc qui doivent, pour pousser, être en symbiose avec un végétal et avoir un écosystème du sol très riche pour trouver les nutriments. Parce que nous, en simple producteur, avec un peu de paille et de cire de bois, on ne peut pas reproduire. Donc, d'emblée, c'est très compliqué de faire pousser ces champignons-là. Donc voilà, en agriculture, en mysiculture, en fait, les champignons saprophytes, donc les champignons qui dégradent des matières organiques qui sont autonomes dans leur alimentation, type champignons de Paris, pleurote, shiitake, mais aussi d'autres, type enoki, maitake, hymne du hérisson. Ça, on peut le faire pousser. Voilà, pleurote et shiitake là-dedans, c'est les 2 champignons les plus produits au monde, plus consommés avec le champignon de Paris. Le champignon de Paris, c'est plus compliqué, il y a une plus forte pression sur les prix, d'où notre choix. D'accord. Comment ça marche la production en fait? Vous fabriquez, en tout cas vous récupérez vos substrats, en fait,
vous ensemencez avec des spores et après comment ça se passe? C'est quoi le schéma en fait de production? En fait, il y a deux schémas différents. Si on achète le substrat chez un fournisseur, en fait en France il y a deux grands fournisseurs. Celle qu'on achète, ça vient du département l'Allier. Et du coup le substrat il est déjà prêt et il faut juste les mettre dans une condition de fructification pour qu'ils donnent des champignons. Et en l'occurrence, nous on va faire nos propres substrats de pleurote et du coup il faut faire d'abord un approvisionnement de matières premières, de trouver tous les ingrédients qu'il faut pour faire le substrat, comme la paille, les sciures de bois, on utilise des tourteaux et du coup après il faut les pasteuriser pour éliminer les micro-organismes et contaminations qui existent déjà dans les ingrédients. Par une pasteurisation, on va avoir tous les ingrédients sains et propres. C'est prêt pour faire inoculation en ajoutant du mycélium dans le substrat. Le mycélium, c'est la racine de champignon. Et du coup, on va mélanger le substrat pour avoir un substrat homogène. On les mettra après dans les sacs, on les tasse pour avoir des sacs alentour de 10 kg. Après, ils passent à ce moment-là dans une condition qui s'appelle incubation pour 2 à 3 semaines. C'est en noir avec une température alentour de 20 degrés. Au bout de 2 à 3 semaines, le mycélium, la racine de champignon, il va se coloniser sur tout entier de substrat et il sera tout blanc. À ce moment-là, il est prêt pour passer dans les salles de fructification où on diminue la température, on augmente l'aération d'air, on augmente le taux d'humidité et comme ça, le champignon il va sentir que l'hiver il est en train d'arriver et il va commencer à donner ses primordiaux, c'est des petits champignons qui sortent et au bout de 4 à 5 jours il sera prêt à récolter et il va arriver bien rapidement à son maturité. Et après donc on les cueille et on les distribue chez nos clients. C'est ça, prêt à l'emploi. Normalement, c'est un jour de récolte. Après, par la suite, on les conditionne. Ça veut dire, quand on récolte, la grappe de champignons, il arrache un peu de la paille. Il a 2 pieds. Et du coup, on les conditionne. Ça veut dire, on coupe la partie de pied qui est arrachée de la paille. On les conditionne dans les cagettes de 2 kg, prêts pour livrer. Donc ça, c'était finalement la première phase de Champignoop est réussie. Vous avez imaginé un projet, il fonctionne. C'est quoi la prochaine étape? C'est la question qu'on nous pose souvent. Il faut savoir que quand on s'est associé avec Amid, c'est vrai que si on regarde nos objectifs d'il y a 3-4 ans, ils sont quasiment tous atteints. Donc c'est déjà une grosse fierté et une grosse satisfaction. Maintenant, il y a un petit peu dans l'entrepreneuriat, vous avez atteint vos objectifs, qu'est-ce que vous allez faire après? C'est quoi les nouveaux projets? Est-ce que vous allez ouvrir d'autres champignonnières? Là, je pense qu'avec Amid, on a surtout envie de consolider toute l'étape de croissance très importante. On a fait x5 en volume en 2 ans. Donc, on n'est pas forcément dans une mentalité où on va ouvrir 10 autres champignonnières, faire une franchise et rayonner dans toute la France. Ça arrivera peut-être, mais en tout cas, là, on est vraiment dans une optique l'année prochaine de bien gérer l'équipe, de faire en sorte que le travail soit pas trop fatigant, que chacun y trouve son compte parmi les gens de l'équipe, qu'on fasse attention, parce que c'est un travail très physique, donc qu'on fasse attention à l'état physique, l'état psychique et mental de chacun des membres de l'équipe, qu'on réussisse à maintenir une bonne qualité semaine après semaine, qu'on livre nos clients en volume semaine après semaine, et surtout qu'on devienne indépendant en substrat de pleurote. Puisque ça, c'est le dernier objectif qui n'est pas encore atteint à 100%, il est atteint à 30%, mais voilà, ça c'est vraiment notre objectif. Une fois qu'on aura fait tout ça, potentiellement, on aura des demandes d'associations avec d'autres porteurs de projets en France qui veulent porter des champignonnières et qui ont envie de bénéficier de notre expertise et d'aller plus vite, tout simplement avec nous. Potentiellement, on l'a déjà un petit peu fait sur quelques tests. On pourrait évoluer vers les mycomatériaux, mais ça, encore une fois, c'est une hypothèse. Les mycomatériaux? Les matériaux faits en champignons. Ah, ça s'appelle des mycomatériaux, c'est ça. Je ne sais pas. Okay. On a déjà fait quelques prototypes. On a Iriles qui bosse pas mal dessus, et nous, notre outil de production. Un ingénieur, c'est ça? Un ingénieur, oui. Et dans quel domaine, pardon? C'est pour des matériaux? Pour quel ça peut être de l'isolation phonique, même thermique.
Ça a une capacité d'isolation thermique proche de la laine de verre et la laine de roche. J'étais moi-même en train de... En emballage. En emballage aussi, en canage. Alors là, j'étais moi-même en train de manipuler de la laine de verre ce matin dans le bureau, et c'est sûr qu'au niveau sanitaire, je préfère manipuler du micromatériau. Donc voilà, c'est des pistes comme ça. Donc on n'a pas encore tracé les 3 prochaines années de Champilou, mais on sait qu'on veut en tout cas consolider et faire attention à pas que le château de l'entreprise qu'on a créé depuis 3 ans ne s'écroule pas parce qu'on a voulu se brûler les ailes ou aller trop vite. D'accord. Alors du coup, quel conseil vous donneriez à un entrepreneur qui se lancerait dans ce type d'entreprise? Parce que c'était quand même pas joué d'avance, hein, des gros investissements, un secteur où il faut créer tout, en fait, tout son cycle de production, trouver des clients, et a priori ça y est, ils sont là au rendez-vous. Je dirais s'associer, je pense que c'est notre plus grande force avec Amid. On a vraiment des compétences et des personnalités complémentaires, mais pas... c'est complémentaire, mais ça ne va pas s'affronter. Donc c'est ça qui est hyper important, ce qui nous permet d'avoir confiance sans passer trop de temps à discuter de ce que fait l'autre, etc. Donc déjà, cette association, pour moi en tout cas, fonctionne hyper bien. Et après, c'est une capacité de rester droit dans ses bottes, d'avoir son projet, de réussir en fait à construire son projet, prendre du temps au début pour le construire. Et ensuite, garder son projet en tête, savoir adapter certaines choses, il y aura forcément des imprévus qui arriveront. Et voilà, nous depuis le départ avec Amid, c'était devenir autonome en substrat. Et on n'a pas lâché cette idée, même s'il y a eu des difficultés un peu partout. On n'a pas lâché cette idée et c'est comme ça qu'on a pu avancer. Oui, à mon avis aussi, c'est l'équipe dès le début, c'est les 2 associés qu'on a eu en fait des bons profils complémentaires. Après, ensemble, on a créé notre équipe, on a réfléchi pas mal à toutes les personnes qu'on a recrutées pour nous-mêmes en tant qu'alternance ou en tant que salarié. En fait, tous ces choix qu'on avait faits, on a mené à ces succès qu'on a eu aujourd'hui. D'accord, alors la dernière question, c'est la question de la baguette magique en fait. Vous avez une baguette magique, 2 baguettes magiques du coup, hein. Maxime et Amid. Vous avez 2 chances alors. Qu'est-ce que tu fais avec ta baguette magique pour faire avancer le projet, pour faire changer quelque chose même de manière plus large dans la société, même, pourquoi pas. Avoir une baguette magique pour la société serait trop large, je pense. Même s'il y aura beaucoup de choses à faire et à appliquer. Mais pour Champilou, je vais te laisser réfléchir. Enfin, je vais te laisser répondre en premier si tu as la réponse. En fait, je ne connais pas en fait, l'expression de la baguette magique. La baguette magique, c'est en fait si tu avais la capacité, comme un magicien va créer quelque chose à partir de rien, quelque chose dont tu aurais besoin, tu aurais envie, qui apparaisse comme ça, presque sans effort, ou en tout cas, une baguette magique, paf, quelque chose apparaît. Qu'est-ce que tu ferais apparaître pour Champilou, par exemple? Pour Champilou, c'est une bonne question. Ouais, je te laisse réfléchir, j'ai trouvé ma réponse. Moi, je pense que je me projetterai l'année prochaine avec un système de production qui fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on a résolu tous nos problèmes. On a notre cycle de production qui est rétréci en temps. Alors, on a des gros enjeux d'automatisation pour réduire le temps de travail, faire attention aux troubles musculo-squelettiques. Donc ça, c'est une grosse problématique. Et que tout simplement, avec finalement plus énormément d'efforts commerciaux, mais surtout de la relation client, les champignons sont livrés et qu'en fait, le business tourne et qu'on puisse être bénéficiaire donc pour réinvestir. Ensuite, voilà, c'est vrai que mon choix de cœur de prédilection, ce serait d'évoluer vers les micro-matériaux. On verra ce qu'on arrive à faire. D'accord. Et toi, Amid? En fait, j'ai plutôt pensé, aujourd'hui, comme Maxime l'a dit, on est, en fait, surtout pour l'année prochaine, on va se concentrer sur consolider la boîte. Et on n'a pas encore réfléchi pour 2 ou 3 ans prochains sur quel projet. Du coup, si j'aurais une baguette magique, j'avançais plutôt rapide sur les 2 ou 3 ans prochains pour se lancer notamment sur les biomatériaux.
Du coup, si j'aurais une baguette magique, je lance. Les biomatériaux. Ouais. D'accord. Pour comprendre rapidement le processus et de se lancer sur ce domaine. Bon, merci à vous. Merci à toi.